Notre région a été beaucoup impactée par le Covid. Hier, je disais qu'on est redevenu des îles, alors qu'on a tout fait pour ne plus être des îles. On est redevenu des îles. D'ailleurs, c'est très difficile de voyager encore. Et que dans nos pays, alors que nous, on est des cultures de collectif, on nous oblige à être tout seul pour résister à la maladie. Et donc, dans ce contexte-là, quel est le rôle et la stratégie de nos médias? C'est la première réflexion. Et la deuxième réflexion, c'est que l'évolution des choses font que les médias changent beaucoup. Les usages changent beaucoup. Le numérique, la radio, la télé, on ne sait plus, voilà. Et que la question qui se pose à nous, acteurs audiovisuels, c'est comment on mobilise ces médias-là, ces médias, pour essayer d'être utiles dans nos pays. Et je crois que depuis le début du FIFO, on essaye de partager tout ça, chacun avec son expérience particulière, avec le respect des uns et des autres, et avec l'expertise de chacun. Donc merci beaucoup à tous ceux qui sont connectés, puis les amis qui sont ici, de partager ces réflexions-là, qui essaient de faire avancer nos médias au service de nos populations. Merci beaucoup à tous. Et puis je salue donc Pascal qui va introduire un peu ces colloques avec une vision un peu générale du paysage de nos régions. Merci beaucoup et bon FIFO à tous. Et puis juste une chose pour dire, c'est important le numérique, mais c'est beaucoup plus important si vous venez ici l'année prochaine, parce qu'on va essayer de réfléchir ensemble pour les 20 ans du FIFO. Merci. Merci Wallace. Bienvenue à tous. Comme toujours, c'est un véritable honneur que de participer au FIFO. Malheureusement, cette année encore, nous sommes impactés par cette vilaine pandémie. Pour tout vous dire, un de mes fils a le Covid depuis 10 jours. Et donc, ça rendait évidemment difficile ma présence parmi vous. Mais soyez assurés, on sera là l'année prochaine et je regrette vivement de ne pas être parmi vous. Je voulais commencer par quelque chose d'inhabituel, mais c'était d'abord de remercier l'équipe qui s'est débattue depuis de longues semaines pour organiser le FIFO et en particulier les sessions qu'on va partager ensemble. Et donc, c'est véritablement aussi un exploit que de pouvoir communiquer à la fois physiquement pour ceux qui sont présents à la Maison de la Culture et puis à distance pour tous les autres participants. Pour cette petite session donc, qui en fait s'inscrit dans le prolongement de ce que nous avions fait l'année dernière, j'ai dressé une nouvelle fois un panorama de tout ce qui s'était passé pendant l'année dans les médias, dans le monde, qui évidemment, comme vient de le dire Wallace, a déjà ou aura prochainement un retentissement évident dans les îles du Pacifique, en Polynésie et dans toutes les autres îles voisines. À la manœuvre, il y a Marie qui appuie, qui déroule la présentation. Donc, il y aura peut-être de temps en temps des petits moments de latence, puisque j'indique à chaque fois à Marie qu'elle peut continuer de dérouler la présentation. Marie, je te laisse appuyer sur les boutons. Alors, cette année 2021 que nous avons clôturée a été symbolisée par cette image que vous connaissez sans doute tous, qui est ce jeu mortel de la série diffusée par Netflix Squid Game, une série coréenne, donc une série qui vient de la grande zone asiatique. Et j'ai retenu aussi le mot de soleil parce qu'on a tous espéré, après une année 2020 terrible, que l'année 2021 nous apporte un peu de soleil et nous donne un peu de visibilité sur le marché des médias, dans nos vies évidemment, et on va s'apercevoir que ça n'a pas forcément été le cas. Si Marie s'en va, on va pas pouvoir. Merci Marie. Alors rapidement, le thème de cette session,
c'est évidemment de discuter, d'échanger sur l'évolution du marché des médias, parce que les années passent à la même vitesse, mais la mutation s'accélère et on se retrouve encore une fois cette année face à une nouvelle ère qui est en train de démarrer et que nous allons découvrir ensemble pendant cette petite heure. Merci Marie. Alors, un petit flashback pour commencer. J'ai repris les 4 grandes conclusions que nous avions évoquées ensemble l'année dernière au même endroit. Et on s'était dit qu'il y avait 4 points très très importants à souligner pour l'année 2021, qui était la mise en place d'une nouvelle économie des médias à inventer. On le verra tout à l'heure, c'est le cas. Une nouvelle économie des médias est en train de se mettre en place, protéiforme, mais elle est en train de se mettre en place. Le streaming, plus que jamais leader. Alors, c'était pas très difficile de dire ça il y a un an, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, après une année 2020 qui a été effectivement quasiment entièrement consacrée au streaming, mais 2021 a confirmé cette tendance et nous verrons que 2022 ira encore plus loin. Le troisième point, c'était le fait que dans ce nouveau monde des médias, avec plus de distance, parfois plus de difficultés à se rencontrer, plus de mobilité, il y avait de nouvelles formes de consommation à inventer et on verra qu'effectivement, de nouvelles formes de consommation sont apparues en 2021 et qu'on n'avait pas anticipé un an plus tôt. Donc là aussi, un phénomène d'accélération très important. Et puis, dernier point, c'était quelque chose qui était un peu plus prospectif, de dire finalement, dans ce nouveau monde des médias, où des médias traditionnels se confrontent à des médias beaucoup plus modernes et récents, il y a sans doute de nouvelles alliances à créer. Et je pense que quand j'ai dit ça il y a un an, je ne supposais pas l'ensemble des bouleversements qu'il y a eu, en particulier à travers des phénomènes de concentration que je vous présenterai tout à l'heure. Donc voilà, finalement, on n'avait pas de boule de cristal, mais on ne s'était pas trompé. Et j'espère que l'année 2022, que je vais essayer de dresser maintenant, nous permettra aussi de trouver de nouvelles perspectives et de nouvelles voies de développement pour l'ensemble de nos médias. Olivier, tu cries si je vais trop vite. Merci. Marie? Allez, on peut passer à la suivante. Merci. Alors, ce que je vous propose de découvrir rapidement comporte 6 points qui vont donc de la télévision traditionnelle qui entre en résistance. C'est allé trop vite cette fois-ci. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Merci. Donc, la télévision traditionnelle qui rentre en résistance, la SVOD qui évidemment confirme sa domination. Nous verrons parmi les grandes innovations de l'année qu'il y a un phénomène qui s'appelle FAST, que je vous présenterai rapidement. Hop, suivante. Donc Marie fait le yo-yo. Il y a un décalage, Pascal. D'accord. Donc là, tu peux passer à la suivante. On est d'accord que celle que tu dois nous montrer s'appelle 2022, une nouvelle ère? Oui, voilà, celle-là. On Parfait. est dessus. Ouais. Ok, super. On va également examiner quelque chose dont on reparlera, qui est la revanche des productions locales, qui est aussi un phénomène qu'on avait un peu pressenti il y a quelques années, mais qui est en train de devenir une véritable réalité et qui offre de nombreuses opportunités pour tous les marchés et en particulier, on va dire, pour les marchés de production qui étaient jusqu'à maintenant pas forcément très considérés par les grands médias. Je suis obligé de faire un petit détour par la France pour souligner notre fameuse exception culturelle et le fait que la France est toujours à la pointe, surtout à la pointe de la réglementation. Voilà. Et puis le dernier point qui fera un zoom sur le marché des médias qui est en fusion, au propre comme au figuré, et nous verrons l'ensemble des alliances qui sont en train de bouleverser le monde des médias
avec des conséquences parfois bien différentes de celles qu'on pourrait attendre. Marie, tu peux continuer. Alors, si on veut retenir effectivement, en attendant que la prochaine diapo arrive, deux symboles de l'année 2021, ça a évidemment été Squid Game, ce succès planétaire d'une série très particulière venue de Corée. Et puis le deuxième grand événement, c'est la présentation réalisée par Mark Zuckerberg et qui nous a présenté Meta pour décrire et nous projeter dans un avenir totalement numérique où justement peut-être que l'année prochaine, au lieu de faire le FIFO et puis de se voir comme on est en train de se voir, nous aurons chacun un avatar et cet avatar sera censé nous représenter dans une agora virtuelle, c'est-à-dire qu'en fait on sera tous peut-être malades au fond de nos lits ou alors à la plage en train de boire un cocktail et on ne se rencontrera pas. Tout ça sera organisé dans un monde virtuel. C'est la promesse de Mark Zuckerberg. Alors, on ne sait pas si c'est une promesse qu'il faut souhaiter, mais en tous les cas, ça aussi, c'est en train de secouer le monde des médias, en particulier parce que les médias, c'est l'image et que tout ce que promet Mark Zuckerberg, en fait, tourne autour de cette réalité virtuelle et de l'importance des images dans nos vies. Alors, dans la présentation, en réalité, il y a une vidéo. Je vous en ferai grâce parce qu'on n'a pas forcément le temps et puis vous pourrez la retrouver sur YouTube. Mais en tous les cas, c'est très intéressant, si vous ne l'avez pas vu, de voir l'avenir que nous promet Mark Zuckerberg, d'ailleurs dont certaines critiques ont souligné que c'était absolument puéril. Mais ce qu'il faut constater aussi, c'est que toutes les entreprises sont en train de s'intéresser à ces sujets et donc sont en train de préparer des expérimentations virtuelles. Quasiment toutes les grandes chaînes de tous les services publics du monde travaillent dessus et également tous les grands groupes de médias que vous connaissez. Marie, s'il te plaît, suivante. Non, mais parfait, pas de problème. Ce que vous pouvez souligner sur la photo, c'est que Mark Zuckerberg rajeunit d'année en année. C'est peut-être ça aussi le premier résultat du métaverse, la jeunesse éternelle. C'est bloqué ? Non, ça on l'a vu ça. On peut continuer. La télévision résiste ? Oui, la télévision contre la résistance, voilà, parfait. Alors, la télévision résiste, pour illustrer mon propos, j'ai repris quelques chiffres, parce qu'effectivement, on dit de plus en plus que la télévision est menacée par le streaming. Néanmoins, les chaînes de télévision mettent en œuvre un certain nombre de programmes et d'innovations qui font qu'elles arrivent quand même à tenir tête à cette déferlante, à ce tsunami du streaming. Alors, j'ai pris deux exemples. Le premier, c'est l'exemple de la France, où on voit qu'en métropole, les chaînes arrivent globalement à maintenir une certaine audience. Donc, ce qu'il faut prendre en référence, c'est l'année 2021, que vous voyez sur la courbe rouge. On voit que le début d'année 2021, période sur laquelle il y avait encore des semaines et des moments de confinement, l'audience restait donc très élevée, en particulier supérieure à l'année 2020, mais inférieure d'assez loin à l'année 2019. Et quand on bascule sur la seconde et dernière partie de l'année, on s'aperçoit que la télévision traditionnelle, à partir de la rentrée en 2021, a réalisé des scores, des durées d'audience qui étaient inférieures aux 2 années précédentes. Alors 2020 qui était une année également de confinement et 2019, la courbe verte qui était une année normale. On voit que 2021 est en repli et que finalement, on arrive à une durée totale d'écoute de la télévision en France en 2021 qui est équivalente à celle de 2019.
Ça signifie, dans un monde où on peut regarder la télévision sur plus en plus de terminaux, qu'il y a, quoi qu'il arrive, une érosion de la consultation, de la consommation de la télévision, en particulier chez certaines cibles, principalement les plus jeunes. Et cette érosion, aujourd'hui, inquiète et interroge l'ensemble du marché des médias. Et là, pour le coup, ça concerne tous les médias du monde qui essayent de trouver et de reconstituer ce que peut être une télévision attractive et qui, pour le coup, a et possède un certain nombre d'atouts. Le premier atout de la télévision traditionnelle, la plupart du temps, c'est l'information, parce que l'information, il faut la fabriquer, et c'est donc plus difficile à mettre en œuvre souvent que d'autres types de sujets où, par exemple, on peut acheter des séries et les diffuser sans être un expert et sans être réalisateur. L'information, il faut la fabriquer. Le deuxième point sur lequel les chaînes de télévision traditionnelles arrivent à résister, c'est évidemment avec les grands événements, que ce soit des événements de divertissement, des grandes émissions de divertissement ou des grands événements sportifs. Et on voit que les audiences de la télévision partout dans le monde réalisent leurs meilleures performances en règle générale lorsqu'il y a des grands événements sportifs qui sont à la fois des périodes de communion entre les nations et qui permettent de donner à la télévision une certaine avance sur les autres modes d'exploitation, sachant que, et pour l'information et pour le sport, la force de la télévision, c'est le direct. Si on regarde de la même manière ce qui s'est passé aux États-Unis, où là, j'ai pris d'autres statistiques pour montrer comment se comportaient les téléspectateurs américains, on s'aperçoit, si la slide arrive, voilà, on s'aperçoit que un peu plus de 50% des Américains regardent la télévision moins de 5 heures par semaine, c'est-à-dire en gros moins d'1 heure par jour. Et ça aussi, c'est un phénomène très récent qui a été constaté depuis le début des années 2000 et qui s'est accéléré pendant les années 2010. Et là, depuis 2 ans, le phénomène est encore plus important. Les Américains regardent de moins en moins la télévision, en particulier les grands networks, qui sont des chaînes qui, depuis toujours, dominaient le marché. Le marché s'est énormément fragmenté et donc les Américains continuent de regarder des programmes, mais de moins en moins de programmes de télévision traditionnels qui fait que finalement, on est en train de vivre une révolution mondiale de la consommation de la télévision, ce qui ne veut pas dire que la télévision est morte. Elle a plein d'atouts à mettre en valeur et surtout, elle doit s'organiser pour pouvoir résister et riposter à la déferlante du streaming. On peut continuer. Alors c'est bizarre, je vois 2 fois la même slide, donc on peut passer, je sais, c'est pas normal. Voilà. Quand on parle de télévision, évidemment, les Américains et les Anglo-Saxons font toujours la différence entre la télévision, le média, et le téléviseur, ce que les Américains appellent le TV set. Le TV set, c'est l'objet, et effectivement, parfois on confond les deux notions. La télévision, c'est le média, le téléviseur, c'est le récepteur. Et le téléviseur n'a jamais été autant utilisé. Les chiffres, en tous les cas, pour la France, le montrent. La durée d'utilisation, d'usage du téléviseur n'a jamais été aussi importante. On est à 4h30 aujourd'hui en France. Mais évidemment, le téléviseur allumé ne sert plus à regarder exclusivement des programmes de live TV, de télévision, mais permet de regarder d'autres types de programmes, et en particulier tous les programmes qui viennent et qui sont diffusés par les nouveaux acteurs du marché ou même par les chaînes elles-mêmes qui lancent des initiatives. Un des exemples les plus connus sont évidemment les services de replay que toutes les grandes chaînes de télévision du monde ont lancés et qui leur permet
justement d'offrir aux téléspectateurs l'opportunité de regarder en rattrapage des émissions qu'ils n'auraient pas vues. Et ça permet d'augmenter le temps d'usage du téléviseur, mais dans le même temps, ça réduit l'utilisation des chaînes de télévision classiques parce que c'est des modes de consommation nouveaux, innovants et qui séduisent énormément le grand public. Nous pouvons passer à la slide suivante. En fait, c'est le décalage horaire. Hein. Je crois qu'il y a 11 heures. Donc, c'est ce qui fait qu'on a du mal à suivre la présentation. Alors, le même sujet aujourd'hui est constaté aux États-Unis où ce que nous appelons communément le multiscreen fait qu'il est aussi en train de se déployer de manière très, très importante. Donc là, c'est un peu le contrebalancement du fait de dire que le TV set est très important, mais il y a également le phénomène du multiscreen où aujourd'hui, on s'aperçoit que pour regarder un programme, quel qu'il soit, que ce soit de la télévision traditionnelle en live ou des programmes diffusés par les streamers de la VOD ou de la SVOD, on va regarder ces programmes sur un ensemble de plateformes de devices différents. Et d'ailleurs, on voit que le chiffre, la part la plus importante de la courbe, enfin du graphique, concerne le mix de plateformes, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, un téléspectateur va regarder un programme aussi bien sur son téléphone mobile que sur son ordinateur, sur son laptop, que sur sa télévision. Donc là aussi, c'est un phénomène très important, c'est que le téléviseur, finalement, est lui-même en concurrence, même s'il reste le principal mode de consommation de la vidéo. On le voit d'ailleurs hein, exclusivement sur un téléviseur, en tant que unique device, c'est la part la plus importante. Mais en fait, ce qui est en train de gagner aussi, c'est le fait que nous sommes devenus des multi-utilisateurs. Et donc, on regarde les images sur tous les devices qu'on a sous la main, à l'endroit où on se trouve, au moment où on se trouve. Regardez, par exemple, en ce moment, une compétition des Jeux Olympiques de Pékin de ski, on peut la regarder dans sa voiture sur son téléphone mobile parce que la 4 et la 5G permettent de le faire. Donc ça aussi, c'est une vraie révolution et qui permet finalement d'augmenter le taux d'usage des vidéos. Et c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de services qui se lancent parce que, au bout du compte, notre temps disponible pour regarder des images devient de plus en plus important. Image suivante. Je vois Marie qui attend que la slide change. Alors, en fait, il y avait des petites sections. Donc là, on va passer à la SVOD. Donc là, tu peux zapper. On peut continuer. En fait, il y a des couleurs qui n'apparaissent pas sur la présentation, mais ce n'est pas très grave. Alors, sur le marché du streaming, qui est devenu finalement le premier marché de concurrence de la télévision traditionnelle, on s'aperçoit qu'il y a de multiples formes d'exploitation et que parfois, on a du mal à s'y retrouver. Alors, il se trouve que nos amis anglo-saxons ont toujours un train, un avion, parfois un continent d'avance sur nous, et donc ils ont normé l'ensemble du marché à travers toutes les activités vidéo possibles et inimaginables. Et on voit que ce panel de modes d'exploitation de la vidéo augmente chaque année. Alors, ça commence avec ce qu'on appelle la premium VOD, c'est-à-dire la diffusion d'une série avant son passage à la télé, ou par exemple, chez certains opérateurs comme Disney+, qui d'ailleurs, je crois, arrive en Polynésie ces jours-ci, Disney+, à certains moments, va proposer un film qui ne sera pas passé par la salle de cinéma dans les grands pays du monde et va le proposer directement sur sa plateforme de vidéo à la demande par abonnement, mais comme si c'était une simple nouveauté.
c'est la premium VOD. Ensuite, on a les exploitations classiques, la TVOD, l'IST, qui est en fait l'achat numérique d'un film ou d'une série. Ensuite, il y a évidemment le replay que tout le monde connaît, la SVOD que tout le monde connaît avec des exemples comme Amazon Prime Video ou Netflix. Et puis, on voit émerger 3 nouvelles activités qui sont la AVOD, c'est-à-dire la publicité qui vient soutenir des programmes vidéo. Donc, c'est de la vidéo gratuite, mais sur cette vidéo, vous avez, avant le démarrage du programme, une séquence publicitaire qui est plus ou moins longue. Ensuite, vous avez un autre mode d'exploitation qui donne satisfaction à tout le monde, mais pas forcément à ceux qui proposent les vidéos, qui est la Free VOD. Donc, c'est de la vidéo entièrement gratuite. On en retrouve sur certaines chaînes de télévision partout dans le monde, parce que, par exemple, des chaînes de services publics ou des chaînes associatives ont choisi ce mode de distribution pour ne pas pénaliser le client et surtout pour ne pas lui faire supporter de la publicité qui peut à certains moments décevoir et énerver les téléspectateurs. Et puis un nouveau mode d'exploitation, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui est ce qu'on appelle les chaînes FAST, Free Advertising Supported Streaming Television. Donc ça, ce sont des chaînes qui sont en fait des mises bout à bout de programmes de télévision et dans lesquels on vient rajouter de la publicité. Donc en fait, on recrée la télévision traditionnelle, mais sur des sites de streaming. Je vous en montrerai quelques exemples tout à l'heure. Donc on voit que le marché de la vidéo, que les formats évoluent d'année en année. Et typiquement, en 2021, on a vu énormément d'offres de AVOD et de chaînes FAST se déployer à l'identique partout dans le monde. C'est une véritable petite révolution et aujourd'hui, il n'y a pas un grand opérateur qui n'essaie pas de lancer sa propre expérience. Alors, sur la SVOD, on lit la presse tous les jours et vous le voyez, la SVOD n'en finit pas de battre des records. On peut passer à la slide suivante. En France, ça n'est que 9% du temps des téléspectateurs, mais ça c'est rapporté à la moyenne de la population, puisqu'en règle générale, un abonné à un service de SVOD aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, dans tous les grands pays, va passer entre 2h et 2h30 par jour à regarder de la SVOD. Donc c'est devenu vraiment quelque chose de totalement concurrentiel et frontal avec la télévision, en particulier en prime time. Le facteur streaming, je vous ai mis les grands agrégats mondiaux. On considère aujourd'hui qu'il y a 1,15 milliard d'abonnés dans le monde à des offres de SVOD. Ils seront 1,65 milliard en 2026. Ce sont des prévisions et certains disent déjà qu'il y aura peut-être et probablement près de 2 milliards d'humains, de terriens qui seront abonnés à des offres de SVOD à l'horizon 2026. Donc on voit que c'est quelque chose qui va très très vite avec l'émergence de très très grands acteurs que vous connaissez, les 3 premiers étant Netflix, Disney et Amazon. En Europe et en France en particulier, on est exactement dans la même tendance et on est en train de voir que des acteurs internationaux sont en train d'occuper là aussi les principales places du marché, en l'occurrence à l'identique de ce que j'ai dit il y a quelques secondes, Netflix, Disney et Amazon, qui sont les principaux acteurs du marché. Et ce classement, ce tiercé de tête, ce podium, on le retrouve partout dans le monde, dans tous les grands pays. Donc c'est là aussi quelque chose de très nouveau, puisque je vous rappelle que jusqu'à très récemment, les marchés des médias et de la télévision en particulier étaient extrêmement cloisonnés. Chaque pays avait ses chaînes de télévision et c'était très très difficile d'avoir des offres de télévision internationales et qui naviguaient. On reconstituait des bouquets de chaînes pays par pays, mais il y avait très peu d'offres qui partaient d'un point central et qui pouvaient rayonner partout dans le monde. Alors, il y a un Eldorado qui s'est créé de lui-même au début des années 2020, sachant que d'un côté, la télévision payante était plutôt en difficulté, que le marché de la vidéo en tant que tel était un marché qui commençait à émerger, et puis surtout en 2020,
le marché du cinéma qui pèse environ une quarantaine de milliards par an dans le monde, quarantaine de milliards de dollars évidemment. Ce marché s'est complètement écroulé du fait de la pandémie, de la fermeture des salles, ce qui a quand même bouleversé tout le fonctionnement des médias. Et quand on bascule en 2021, on s'aperçoit, enfin, en 2021 et les années suivantes, on s'aperçoit que le seul marché qui va véritablement continuer à progresser, c'est le marché de la vidéo, et en particulier grâce à la VOD et grâce à la SVOD. Marie, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Et donc, on voit que d'un côté, la télévision payante à l'horizon 2025 va perdre du terrain. Des chiffres très récents qui ont été publiés aux États-Unis montrent que l'accélération est bien plus importante que prévu. Et par contre, le marché du cinéma va revenir à un niveau qu'il connaissait, aux alentours d'une quarantaine de milliards de dollars, qui dépendra essentiellement du comportement de la Chine. Ensuite, c'est le marché du streaming qui va être le plus dynamique. Alors, le marché du streaming, et là, d'un seul coup, je vois qu'on accélère, c'est très bien. Le marché du streaming, non, vas-y, on peut continuer. Ok. Wallace avait raison, il faudrait que je chante une chanson. Vas-y, tu peux avancer. Parce qu'en fait, j'avais mis des jolis petits bandes. On va à la fast, fast et à VOD. On va à la fast, okay. Tout à fait. On y est. Oui. Alors, le temps que ça arrive chez moi, en fait, ouais. c'est mes tuyaux qui ne sont pas assez gros. Voilà. Bon. Alors, merci Marie, parmi les nouveaux phénomènes que je vous ai présentés tout à l'heure et qui contribuent justement à la popularité et à l'essor phénoménal du streaming, il y a ces deux nouveaux modes d'exploitation qui sont donc ces chaînes relinéarisées à partir de programmes de catalogue dans lesquels on vient ajouter de la publicité comme à la télévision. C'est-à-dire que, en fait, on va prendre une série. Alors, parmi les grands exemples qu'on connaît, il y a quelques séries qui sont arrivées, qui ont été lancées par le groupe Viacom dans le monde entier. Il y avait par exemple Alerta Malibu et il y avait également Star Trek. Et qu'ont fait ces studios? Ils ont repris toutes les saisons de ce programme, ils les ont mis bout à bout, comme si c'était une chaîne qui était 100% Alerta Malibu et qui diffusait en boucle. Et au sein de cette boucle-là, ils viennent ajouter de la publicité, comme une chaîne de télévision classique, et ce qui fait que vous pouvez surfer et regarder ces programmes, alors qu'ils sont encore une fois plutôt des programmes de catalogue. Et puis, de l'autre côté, il y a un mode d'exploitation qui est plus simple, qui est le mode d'exploitation de la AVOD. Là, c'est simplement des vidéos qui vous sont proposées dans un portail. Alors, il y a plusieurs acteurs dans le monde qui le font. Je vous ai cité, au niveau européen, par exemple, il y a le japonais Rakuten TV qui va proposer dans sa plateforme des programmes, des films qui vous sont proposés gratuitement. Pourquoi gratuitement? Parce qu'ils ont mis de la publicité dans le programme, comme une chaîne de télévision classique. Pourquoi? Hop, tu peux revenir en arrière. Pourquoi tous ces acteurs sont en train de se précipiter sur ce marché? Parce qu'on considère que le marché des abonnements, comme on l'a vu tout à l'heure, va arriver à un point de saturation assez rapidement dans les prochaines années et qu'il faut trouver dès maintenant de nouveaux débouchés. Or, on sait pertinemment que le marché publicitaire de la télévision traditionnelle est relativement saturé et que ce marché publicitaire est extrêmement concurrencé par de nouveaux acteurs, ces nouveaux acteurs étant principalement Google, Facebook et Amazon, où là aussi, dans tous les plus grands pays du monde, le chiffre d'affaires publicitaire d'Internet, dans sa globalité, est capté par ces nouveaux acteurs. Et donc, les médias traditionnels sont en train de regarder comment aller capter ce chiffre d'affaires publicitaire pour aller rivaliser avec Amazon, encore une fois, Google et Facebook. Et pour le faire, ils utilisent leurs programmes
Et c'est pour ça que sur la partie gauche de la slide, vous voyez que tous les studios américains ont lancé des offres de chaînes fast ou d'AVOD pour évidemment faire de l'audience parce que c'est gratuit. Donc, vous pouvez recruter énormément d'inscrits, de users avec ce mode d'exploitation. Et ensuite, vous venez mettre de la publicité et ce qui fait que vous avez un nouveau modèle économique qui se dessine, à la différence d'un Netflix qui est sans publicité, mais auquel il faut s'abonner. Et pour ceux qui ont suivi l'actualité, vous voyez que Netflix augmente les prix régulièrement et qu'à un moment donné, sur le marché de la SVOD payante, il y aura un seuil qu'on ne pourra plus franchir qui dépend évidemment du pouvoir d'achat des internautes qui ne peuvent pas dépenser des sommes trop importantes. Ils peuvent s'abonner à 1 ou 2 services, mais ils ne pourront pas s'abonner à 10 services. D'où le retour en fait, de la télévision sur Internet faite par de nouveaux opérateurs, en résumé. Alors, je vous ai mis quelques exemples dans les slides suivantes d'initiatives de ce type-là. La plus connue au niveau mondial, et d'ailleurs à laquelle vous pouvez accéder partout dans le monde, et donc en particulier dans le Pacifique et en Polynésie, c'est Pluto TV. Donc, j'ai fait une capture d'écran du site Pluto TV. Je vous invite, on n'a pas le temps ce matin de voir comment fonctionne le site, mais je vous invite à voir comment fonctionne Pluto TV. Alors, c'est extrêmement simple. Vous avez un écran, vous avez un programme qui est en cours de diffusion. Donc là, je crois que j'ai choisi les Simpsons. Et ensuite, vous avez des thématiques et vous avez des chaînes qui apparaissent et avec une programmation comme une programmation télévisuelle. Et vous pouvez donc scroller, descendre dans le menu et choisir votre chaîne. Donc, vous pouvez choisir une chaîne de films de thriller, une chaîne de films de rom-com, une chaîne de dessins animés, la chaîne des Simpsons. Et donc là, vous allez vous enquiller une dizaine d'heures de programme des Simpsons qui changent régulièrement, entrecoupés de publicité. Donc ça, c'est un des modèles et qui fonctionne aujourd'hui très, très bien. Et qui semble très, très prometteur. Et donc, tous les groupes médias, même les petits groupes médias, regardent ce mode d'exploitation où là, encore une fois, l'enjeu, c'est de créer des audiences puisque les gens viennent gratuitement, ils s'inscrivent et puis derrière, vous pouvez commercialiser de la publicité. Le deuxième grand mode d'exploitation, le deuxième grand exemple que j'ai pris, qui est aussi très particulier, c'est Arte. Arte a d'ailleurs fait une campagne de publicité, donc Arte qui est une chaîne franco-allemande financée par les pouvoirs publics. Arte a lancé une campagne de publicité très judicieuse qui se résume ainsi: le premier mois est gratuit, les autres aussi. Et ce qui veut donc dire que Arte, c'est une chaîne qui est exigeante d'un point de vue éditorial, aussi bien en matière de documentaire qu'en matière de cinéma. Et Arte fait énormément d'efforts pour mettre en ligne des programmes gratuits à destination du public. Et l'intérêt pour Arte, c'est que sur la chaîne de télévision traditionnelle, ils ont une audience vieillissante, en moyenne de plus de 50 ans. Et sur Internet, le fait de proposer des séries parfois très connues dans leur version originale, sous-titrées en anglais, en espagnol ou des séries des pays nordiques, ça leur permet de capter un public beaucoup plus jeune. Et ça aussi, c'est extrêmement important pour les médias, c'est d'être capable de renouveler l'audience. Et Arte s'est aperçu qu'en développant énormément son offre sur Internet, ils avaient un public de près de 20 ans plus jeune que les téléspectateurs qui regardent la chaîne. Et donc ça, quelque part, c'est une équation gagnante. Et c'est aussi un exemple pour beaucoup de chaînes dans le monde de se dire, effectivement, sur la diffusion traditionnelle, j'ai un public qui est un public d'habitués. Par contre, je peux aller chercher de nouveaux publics avec de nouvelles offres, avec de nouvelles narrations sur Internet. Alors, évidemment, il y a de la compétition, mais en tous les cas, Arte a réussi à trouver ce positionnement. Il est vraiment extrêmement intéressant de le regarder. Je suppose qu'il y a d'autres exemples à reprendre dans d'autres régions du monde avec des chaînes qui ont fait la même chose. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le souligner. À la tienne, Olivier. Marie, je sais que tu vas passer à la suivante, mais c'est juste pour dire qu'elle n'est pas arrivée chez moi, donc je ne peux pas anticiper.
France Télévisions, puisque France Télévisions participe activement au FIFO. France Télévisions s'est lancé exactement dans le même type d'opération, en particulier avec le cinéma. Donc, je rappelle que France Télévisions a recruté un expert pour son offre cinéma, qui est Manuel Alduy, qui a passé de nombreuses années chez Canal+ et ensuite chez Fox. Et à l'initiative de Manuel, France Télévisions a également mis en place une offre de cinéma thématique, exigeante, de qualité, diffusée gratuitement pendant une durée évidemment qui est limitée dans le temps. Et vous avez, au démarrage du film, en contrepartie de cette gratuité, vous avez une publicité parce que ça permet justement à la chaîne de pouvoir financer ses achats de films. Et puis surtout, ça permet aussi à la chaîne qui a des contraintes de diffusion de la publicité après 20 h le soir, de pouvoir continuer à réaliser des recettes publicitaires sur cette fameuse tranche que les anglo-saxons appellent le peak time, c'est-à-dire le moment où il y a le plus de monde susceptible de regarder des programmes, quels qu'ils soient, qui se situent généralement entre 21 h et 22 h. Et donc, ça donne un véritable plus et ça permet justement de diversifier l'offre de la chaîne parce que quand vous diffusez des contenus sur votre site internet, des films de cinéma, des documentaires plutôt pointus, vous n'avez pas forcément envie de diffuser les mêmes choses sur des chaînes de plus grande écoute et donc ça permet d'être là aussi extrêmement complémentaire. Nous pouvons continuer. Alors, parmi les derniers exemples qu'on peut citer, il y a le groupe TF1, qui est donc la première chaîne de télévision française, où de manière traditionnelle, TF1 n'a pas toujours, et assez peu d'ailleurs, été le groupe média le plus innovant du marché, mais souvent, grâce à son avance par rapport à ses concurrents, a toujours pu exécuter de manière très efficace ces adaptations de programmes, de concepts. Et là, les deux exemples que j'ai retenus, c'était TF1 Stream. Donc, c'est exactement ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Ce sont des chaînes fast. Donc, ce sont des chaînes reconstituées à partir de programmes de la chaîne qui, en fait, reprend le concept de ce qu'a fait le groupe Viacom avec Pluto TV. Et puis, d'un autre côté, TF1 a compris aussi qu'il fallait être capable, avec les mêmes programmes, de les proposer dans différentes versions, c'est-à-dire de versionner l'expérience de l'utilisateur. Et là, en l'occurrence, ils ont lancé un service qui s'appelle MyTF1 Max. Et dans MyTF1 Max, en fait, vous récupérez tous les programmes que vous pouvez voir en replay, sauf que dans le replay, vous avez de la publicité. Et là, sur TF1 Max, vous payez, vous avez accès à tous les programmes de manière illimitée, mais il n'y a pas de coupure publicitaire. Donc, c'est du replay sans publicité. Et on revient avec ce mode de replay payant, on se rapproche d'un autre concept qui est celui de la SVOD. On paye quelque chose pour s'abonner à des programmes qu'on peut consulter maintes et maintes fois, moyennant une somme d'argent qui varie généralement entre 3 et 10 euros par mois. Voilà, donc on voit que les chaînes de télévision sont vraiment aujourd'hui très très concentrées pour élargir leur offre, l'enrichir, mais principalement sur Internet. Et d'ailleurs, vous voyez que je n'ai pas pu trouver d'innovation réelle dans les programmes, en tous les cas dans la façon d'exploiter les programmes des chaînes traditionnelles, parce qu'il n'y en a pas. Et puis, dernier point, et qui là est peut-être un élément de disruption majeure du marché de la télévision, très très longtemps, les fabricants de téléviseurs, les fabricants de TV7 ont été, comment dirais-je, exclus du monde des médias. C'était des vendeurs de matériel et rien d'autre. Et depuis une dizaine d'années, essentiellement sous l'impulsion de deux constructeurs coréens, LG et Samsung, ces entreprises ont compris que le téléviseur, comme on l'a vu au début de la présentation, était véritablement un point de convergence stratégique pour la diffusion des images. Et donc, eux-mêmes se sont mis à lancer
des chaînes de télévision, soit en les construisant eux-mêmes, soit en proposant des portails qui permettent à des éditeurs, à des acteurs du marché des médias de venir se diffuser ce qu'on appelle over the top, c'est-à-dire finalement au-dessus Internet, au-dessus des chaînes de télévision traditionnelles. Par exemple, si demain vous allez acheter un téléviseur LG ou un téléviseur Samsung, que vous ne branchez aucune antenne de télévision, que ce soit du câble, de la fibre, avec ou sans box, que vous allumez votre téléviseur et que vous le raccordez à un Internet, dans le téléviseur, vous allez avoir un bouquet d'applications avec des milliers de programmes sans que ce soit de la télévision traditionnelle. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est en train de progresser à une vitesse phénoménale et qui va sans doute, dans les prochaines années, bouleverser le marché de la télévision. Nous pouvons continuer le bouleversement. Comme je mets longtemps, j'espère que personne ne s'endort. Hein, parce que... Tu peux continuer, Marie. Je croise les doigts pour que ça avance. Next. En fait, c'est PowerPoint qui est fatigué aujourd'hui. Allez, voilà. Alors, face à ce phénomène d'augmentation du nombre d'écrans sur lesquels on peut regarder des programmes, face à l'explosion des services qui nous permettent d'avoir de plus en plus de choix de programmes, de choix d'expériences, de choix de partage d'émotions, de sentiments à travers les programmes, quels qu'ils soient. En fait, un nouveau phénomène est en train d'apparaître, c'est la revanche absolue, peut-être même inespérée pour certains, des productions locales. Pourquoi? Parce que tous les grands networks, tous les grands studios, aujourd'hui, n'ont pas assez de matière pour alimenter l'ensemble de leurs canaux. Et le meilleur exemple, je reviens dessus après l'image de l'introduction, le meilleur exemple, c'est Squid Game, qui est donc cette série coréenne qui a été écrite il y a 10 ans et pour laquelle il n'y avait absolument personne pour la diffuser. Et le jour où Netflix s'est intéressé à la Corée en mettant énormément de programmes coréens en ligne, en fait, on s'aperçoit que la création coréenne, ce qu'on appelle la K-culture, est en train d'exploser. Et ce qui me fait dire que le local est en train de reprendre la main. Et donc, on voit apparaître de plus en plus sur l'ensemble des grandes plateformes des programmes qui sont des programmes qui viennent de pays qui ne sont pas les pays naturellement leaders. Je vous rappelle qu'en matière de cinéma, il y a une hégémonie mondiale du cinéma américain, et ça c'est valable dans tous les pays du monde. Généralement, les 10 ou 20 premiers films de tous les box-office du monde, à l'exception, alors, on va dire, de la Chine, pour des raisons particulières, de l'Inde, parce qu'il y a une très forte production locale, et de la France, mais dans tous les autres pays du monde, le box-office est principalement composé de films américains. Et là, on est en train de s'apercevoir de quoi? C'est qu'en fait, cette dynamique est cassée, et elle est cassée par l'émergence d'offres strictement locales. Alors, le meilleur exemple, encore une fois, parce que les gens de Netflix communiquent autour de ce sujet-là, cette année, Netflix a sous-titré et doublé une quantité incroyable de programmes qui sont en fait des programmes qu'ils ont achetés partout dans le monde et qu'ils ont sous-titrés et doublés pour que les populations anglo-saxonnes et en particulier les Américains puissent regarder ces programmes-là. Et ça, c'est une véritable révolution qui est en train d'ouvrir des perspectives incroyables à l'ensemble des producteurs du monde entier. Alors là, je voulais donner quelques exemples visuels parce qu'on pourra discuter dans une autre session de l'intérêt de cette nouvelle dynamique. Quand vous allez aujourd'hui sur Netflix et que vous recherchez des programmes par pays, vous allez vous apercevoir que typiquement, vous avez des dizaines, voire des centaines de programmes australiens
qui sont présents sur la plateforme. Si vous allez également sur Amazon Prime Video, c'est la même chose. C'est-à-dire que ces plateformes, comme elles sont mondiales, elles permettent aussi à des productions locales d'émerger et donc de rayonner dans le monde entier. Juste avant, il y avait un film français qui cartonne, enfin qui a cartonné partout dans le monde, qui a quasiment pas fait d'entrée salle en France au cinéma. En français, le film s'appelle Pourri gâté et qui s'est classé en 2021 dans le top 10 des films de Netflix, alors que c'est un film où personne ne connaît les acteurs, qui parle en français et qui a pourtant permis d'être apprécié et vu partout dans le monde. De la même manière, si vous allez sur Netflix, vous allez vous apercevoir, vous allez trouver des productions alors ultra locales. Qui sait qu'il existe une production péruvienne capable de franchir les frontières du Pérou et du Machu Picchu et de rayonner dans le monde entier. Et ça, c'est ce que permet aujourd'hui la plupart de ces grandes plateformes qui ont une fin et un besoin de programme inégalé. Et ça, c'est une véritable opportunité. Et c'est aussi un des axes de nos discussions futures, c'est de dire que la zone Pacifique est aussi une richesse incroyable pour justement alimenter ces plateformes qui doivent aussi découvrir qu'il y a des productions intéressantes à faire voyager et à faire connaître dans le monde entier. Donc ça, c'est un vrai phénomène. Et on rajoutera que dans certains pays, il y a des contraintes légales qui font que ces plateformes doivent aussi respecter une espèce de pluralité de distribution des programmes et donc d'accorder une part importante aux programmes locaux dans leurs achats. Et donc forcément, ça va contribuer à accélérer ce mouvement et à permettre aussi à des producteurs d'avoir des commandes et donc de pouvoir grandir avec l'augmentation du nombre d'offres de SVOD et de streaming partout dans le monde. Marie, tu peux continuer, s'il te plaît. Alors évidemment, quand je vous dis et que je fais miroiter le fait que ces plateformes vont investir dans des programmes locaux avec des producteurs qui ne sont pas des grands producteurs hollywoodiens, certains posent la question en disant non mais c'est pas forcément vrai parce que ils ont des budgets où ils produisent leurs blockbusters, etc. Mais en fait, un des phénomènes les plus incroyables des 3 dernières années, c'est l'explosion des budgets de production, des investissements de tous les grands studios américains qui se font une bagarre, une compétition, une course acharnée et donc qui augmentent leur budget de production tous les ans pour atteindre des records. Walt Disney a annoncé cette année, pour 2022, qu'ils allaient dépenser 33 milliards de dollars dans les programmes. Alors ça inclut les droits sportifs, certains droits de télé, mais n'empêche que c'est 33 milliards de dollars. Amazon, qui va produire la série la plus chère du monde, qui est The Lord of the Rings, qui est le Seigneur des Anneaux, et qui a dépensé en 2021 13 milliards de dollars. Ils sont en train de produire cette série, Le Seigneur des Anneaux, tirée du film, tourné en Nouvelle-Zélande, et qui sortira au mois de septembre. Netflix a investi 17 milliards de dollars l'année dernière, 20 cette année. Donc on voit qu'il y a une course à la surenchère sur les coûts de production, sur les investissements dans la production, et tout ça, ça permet justement d'aller financer et d'acheter des programmes locaux, parce qu'encore une fois, il ne faut pas croire que des acteurs comme Disney avec Disney+, Comcast avec Peacock, AT&T avec HBO Max, Netflix avec Netflix et Amazon avec Amazon Prime vont pouvoir conquérir des publics dans 190 pays du monde sans avoir une offre qui corresponde au goût du public. Et donc, il faut à ce moment-là acheter des programmes locaux parce que les gens aiment voir aussi des acteurs qu'ils aiment dans des séries, dans des films, et pas forcément regarder tout le temps des stars hollywoodiennes, ou d'ailleurs, sur la dernière génération, chez les plus jeunes, les plus anciens ne les connaissent pas. Donc, il n'y a pas d'adéquation entre le public et les acteurs, et donc ils sont obligés d'aller chercher des programmes locaux. Ça tombe bien, ils ont beaucoup d'argent, et il va falloir aller en profiter.
Ça arrive. En fait, j'aurais dû mettre le double de slide, comme ça, ça aurait tenu. Allez, on va rapidement passer sur la France parce qu'en plus, on a pris du retard par rapport au programme. On va vite passer à l'avant-dernière partie. On est à la réglementation. Oui. Tout à fait. Alors, je fais un petit détour par la France parce que finalement, nous sommes en Polynésie française francophone et on est toujours intéressé à surveiller ce qui se passe du côté de la métropole. Alors, en France, quand j'étais petit, on disait on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors, dans l'audiovisuel, c'est un peu la même chose. On n'a pas toujours de l'argent. On n'a pas la puissance des studios américains. Mais par contre, on a une réglementation qui est très très forte, que j'ai résumée ici, et qui vient de connaître un nouvel épisode, puisque je vous rappelle qu'en Europe, pour les 27 pays européens, il y a une réglementation qui gouverne et qui donne un certain nombre de directives pour l'ensemble des plateformes médias, et donc toutes les plateformes de streaming sont concernées, Amazon, Disney, plus les plateformes locales évidemment, et que ces textes-là sont entrés en vigueur au fur et à mesure de l'année 2021 et qui s'est terminé, ce cycle s'est terminé en début d'année 2022 par l'adoption d'une nouvelle chronologie des médias en France et qui est censée régir l'ensemble de la diffusion des médias. Ce qui veut dire qu'à la différence d'un pays comme les États-Unis, où aux États-Unis c'est le contractuel qui permet de réguler la diffusion des programmes entre les exploitants salles, les chaînes de télévision, les services de vidéo à la demande, les services de pay TV. Là-bas, c'est le contractuel qui l'emporte. En France, le contractuel n'existe pas, c'est la loi qui l'organise, et donc ça veut dire aussi que ça permet, alors ce que pense évidemment ce que pensent les pouvoirs publics, c'est de réguler le marché, et d'un autre côté, pour certains autres, ça le freine, et c'est pour ça que c'est très intéressant de regarder ce qui se passe en France, et généralement tous les grands pays médias examinent avec attention les décisions prises par les pouvoirs publics français pour voir si ça facilite ou si ça handicape le monde des médias. La particularité, c'est que avec l'émergence rapide des plateformes de streaming, les lois que nous avons aujourd'hui en France datent, vous le voyez, de 1986. Et donc, en 1986, je vous rappelle que le législateur, et d'ailleurs nous-mêmes, n'étions que des découvreurs d'Internet et pas des usagers comme on l'est aujourd'hui. Et donc, évidemment, cette loi n'est plus adaptée. Et ce qui veut dire aussi que dans tous les pays du monde, il faut toujours veiller à ce que la réglementation accompagne vraiment le développement économique des médias et ne le freine pas. Et la France est un très très bon exemple où bien souvent la réglementation a plutôt eu tendance à freiner et pas freiner dans le bon sens d'ailleurs. Hein. C'est toute la difficulté. C'est pas une critique, c'est juste de dire que voilà, les aspects réglementaires sont toujours très importants à prendre en compte et à comprendre et que ces contraintes légales et législatives doivent vraiment tenir compte de la réalité du marché. On peut continuer, Marie. On est presque arrivé au bout du marathon des slides. Alors, je dois vous avouer que c'est délicat parce qu'en fait, je n'entends personne. Donc, je suis isolé. Allez, voilà. Et on va arriver à la dernière partie qui est le marché en fusion. Alors, le marché en fusion, j'ai retenu 3 visages. Tout en haut, vous avez donc un des grands barbares du marché qui a donné des mots de tête à tous les patrons de chaînes partout dans le monde. C'est Reed Hastings, le patron de Netflix. Ensuite, il y a le deuxième trublion que vous avez reconnu, qui est Mark Zuckerberg, parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut faire de Facebook et à quelle sauce il va nous manger.
Et puis enfin, le dernier, alors j'aurais tendance à dire peut-être le dernier des Mohicans, qui est Nicolas de Taverneau, puisque je vous rappelle que la France a décidé, après des années de domination du groupe TF1, ses actionnaires ont décidé de se rapprocher du groupe allemand qui détient la deuxième chaîne française, qui s'appelle M6, et qui donc travaille sur un projet de fusion qui va bouleverser le paysage audiovisuel français, mais qui finalement s'inscrit, et on va le voir dans la slide suivante, dans la pure logique de ce qui se passe aux États-Unis, où depuis quelques années déjà, mais depuis 2 ans en particulier, et en 2021 entre autres, on a assisté à ce que j'appelle the big deal, c'est-à-dire des fusions et des rapprochements très importants entre tous les acteurs du marché. Alors, si on reprend le media landscape américain, on s'aperçoit que sur les 5 dernières années, Comcast, qui est un opérateur du câble, a racheté le studio NBC Universal, que AT&T, qui est un opérateur télécom américain, a racheté Warner Bros. Et qu'à la suite de ça, Discovery, qui est un éditeur de chaînes de télévision, de documentaires, donc qui ne faisait pas de cinéma, qui ne faisait pas de live TV au sens des grands networks que nous connaissons, a racheté en copropriété, enfin avec AT&T, Warner Media, qui est le service HBO. Walt Disney a racheté Fox, et plus récemment, Jeff Bezos, Amazon, s'est offert James Bond en rachetant MGM. Et donc on voit que ce phénomène de concentration est en train de s'accélérer, et je pense que 2022 sera encore une année où on va voir des fusions et des rapprochements de grands médias. Alors, ça a commencé aux États-Unis, et généralement, ce qui se passe aux États-Unis, 1, 2 ou 3 ans après, on le retrouve en Europe et partout dans le monde. L'autre point très très important, c'est ce que j'ai appelé le fossé atlantique. C'est que la valorisation des entreprises américaines, de médias ou de technologie, ont atteint des sommets absolument incroyables. Et ces sommets sont tellement hauts que quand on regarde la valorisation des sociétés de médias européennes, finalement, on ne les voit même pas sur la courbe. Et donc, ça crée aussi des distorsions de marché très importantes qui font qu'à un moment donné, beaucoup d'observateurs pensent que cette domination américaine risque de mettre en péril l'ensemble du monde des médias, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique latine, partout dans le monde. Donc c'est un phénomène qui est vraiment regardé de très très près, et c'est vrai que quand on voit les valorisations de sociétés comme Apple, Microsoft, Google, je vous rappelle, et ce n'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui, mais que par exemple Microsoft vient de racheter une société de jeux vidéo pour quelques dizaines de milliards de dollars. Donc on voit que le phénomène est loin d'être fini et qu'il va continuer à s'amplifier. On peut passer à la slide suivante. Oui. C'est toujours bloqué chez moi, hein. C'est pour ça que je ne parle pas. On est à la slide suivante, là, Pascal. D'accord, d'accord. Parce qu'en fait, elle affiche 2 fois la même. C'est pour ça que je ne vois même pas la suivante. En fait, elle s'affiche d'un seul coup. Donc, j'attends qu'elle arrive. Voilà. Donc, pour justifier cette tendance, en fait, le premier phénomène de concentration en Europe, en tous les cas d'importance, c'est TF1 qui s'est rapproché d'M6, voyez, pour passer que du peloton des groupes médias européens pour pouvoir revenir dans le peloton de tête, mais un peloton de tête qui, évidemment, en termes, alors là pour le coup, de revenus, est à des années-lumière
de ce que peuvent réaliser les groupes américains. Typiquement, Netflix en 2021 a réalisé plus de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires, quand TF1 et M6 réunis en réalisent tout juste 3. Et donc ça crée vraiment, encore une fois, des distorsions importantes qu'il va falloir surveiller dans les prochaines années. C'est très très bien de pouvoir travailler avec ces géants du streaming, mais quelque part, ça peut mettre en péril des équilibres nationaux et qui peuvent se répercuter sur toutes les zones du monde. Donc évidemment, dans le Pacifique aussi, on sait qu'en Australie, Netflix est très puissant et que s'il n'y a pas d'offres qui sont susceptibles de les concurrencer, à un moment donné, c'est les acteurs traditionnels qui vont se retrouver en difficulté. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut regarder de très très près, sachant que, et on peut passer à la slide suivante, sachant qu'on est sur des marchés qui sont probablement extrêmement versatiles, parce qu'on n'est pas dans l'industrie, nous sommes dans des marchés de divertissement, et que les retournements de marché peuvent arriver de manière extrêmement rapide. Typiquement, personne ne sait si la fusion, en tous les cas en France, de TF1 et d'M6 sera productive ou pas pour le marché. Des spécialistes avaient fait une tribune dans les journaux pour s'en inquiéter. Et dans le même ordre d'idée, si on passe à la slide suivante, on s'aperçoit que même des sociétés comme Netflix, qui, après avoir annoncé des résultats qui n'étaient pas tout à fait ceux attendus par le marché boursier, a perdu 50 milliards de dollars de valorisation en quelques heures au Nasdaq à New York. Et quand les spécialistes ont dit attention, il y a une bulle Internet, forcément, on peut considérer qu'il y en aura d'autres qui suivront. Alors, en France, on est aussi dans une espèce de concentration du marché, puisqu'on s'aperçoit que quelques grands actionnaires détiennent l'essentiel des médias. D'ailleurs, je vous rappelle que toutes les personnes que vous voyez en photo sur ce slide ont été auditionnées par la commission culturelle du Sénat, qui a reçu ces grands médias managers pour leur poser des questions justement qui touchent à la fois à l'indépendance, à l'intégrité des médias qu'ils possèdent, parce qu'à la fin, on va se retrouver, et c'est le cas en France et là aussi dans beaucoup de pays, avec 3-4 grands patrons qui possèdent l'essentiel des grands médias. Donc ces phénomènes de concentration sont aussi surveillés de très très près et peuvent s'avérer extrêmement dangereux, d'où l'importance d'ailleurs des services publics. Là aussi, dans tous les pays du monde, les services publics ou les entreprises indépendantes des grands groupes ont forcément un rôle à jouer pour maintenir la pluralité de l'information et du divertissement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de spécialistes aujourd'hui qui s'interrogent sur le fait que ces alliances des années 2020 pourraient ne pas durer, exploser en vol et constituer un risque pour l'équilibre du marché des médias et du divertissement. Donc, je vous ai cité quelques exemples qui sont essentiellement des exemples allemands, anglais avec BritBox et puis Salto en France, qui est une offre de SVOD qui regroupait 3 groupes, le groupe France Télévisions et les chaînes TF1 et M6. Alors, je vous le disais il y a quelques instants, il faut faire très très attention aux accidents. Vous voyez le cours de bourse de Netflix. Netflix a raté la marche du premier trimestre 2022 et la bourse a immédiatement sanctionné l'entreprise qui a perdu donc là, en l'occurrence, en quelques jours, 50 milliards de dollars. Donc, c'est que de la valorisation boursière, donc c'est assez théorique, mais ça montre la fragilité de ces sociétés, parce qu'encore une fois, c'est aussi grâce à leur capitalisation boursière qu'elles arrivent à se protéger d'éventuelles attaques d'autres médias. Et quand le cours de l'action de Netflix baisse, Netflix devient une proie pour d'éventuels concurrents qui pourraient être tentés de le racheter. Et de la même manière, quand le cours de bourse de Netflix augmente, ça lui permet peut-être à certains moments de vouloir aller acheter des entreprises concurrentes. Et puis le dernier accident en date, c'est celui de Facebook,
qui, en quelques jours, a perdu plus de 30% de sa capitalisation boursière. Pourquoi? Tout simplement parce que Facebook a annoncé un ralentissement du nombre d'utilisateurs dans le monde, avec une concurrence très très forte d'un nouveau service de vidéo qu'on ne connaissait pas il y a 3 ans, qui s'appelle TikTok. Et le cours de bourse s'est retourné. Et aujourd'hui, Facebook est dans la tourmente. Et ce qui pourrait aussi présupposer de grands bouleversements. Je vous rappelle que Mark Zuckerberg, par exemple, hier, a annoncé que si ça continuait comme ça, il retirerait Facebook et Instagram d'Europe parce qu'il n'a pas envie que la Commission européenne, justement, veuille trop le réguler. Voilà, donc on est dans un marché des médias qui est bouillonnant et qui peut basculer du jour au lendemain. Malgré tout, encore une fois, la vraie opportunité, c'est le fait qu'il y a plus d'écrans, plus de téléspectateurs, plus d'internautes, et donc plus d'occasions de créer et de distribuer les programmes. On arrive bientôt à la fin de la présentation. Alors, une des grandes questions qui se posent aujourd'hui, c'est effectivement de savoir qui domine qui dans le monde du divertissement et des médias, et qu'on est toujours soumis à cette analyse, à cette vision du marché où il y aurait des acteurs qui, grâce à un soft power, diffuseraient, maîtriseraient pratiquement la pensée des gens qui regardent leurs programmes, qui permettrait de diffuser des programmes avec des orientations politiques ou des orientations philosophiques ou ethniques. Évidemment, ça c'est le côté très analytique de la chose, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les studios américains ont réussi à mettre la main sur l'essentiel des médias de divertissement. Et donc, ce pouvoir-là, pour l'instant, est sorti renforcé, malgré une explosion, encore une fois, des moyens de communication, parce qu'on a beaucoup de mal à faire émerger des offres locales, parce que ça coûte cher, et puis qu'il faut se battre contre des gens qui sont, comme je le dis, riches à milliards de dollars. Et donc, c'est une compétition très, très difficile. Mais il ne faut jamais renoncer. Donc, c'est les prochaines années qui vont nous dire si on arrive à rivaliser et à contrecarrer ces plateformes, ces grandes plateformes mondiales. Voilà, donc pour schématiser et synthétiser, on voit qu'aujourd'hui, les grandes plateformes rapportent plus de 100 milliards de dollars par an, quand les plateformes, typiquement là j'ai pris les plateformes françaises, en rapportent moins de 5. Voilà. Donc ça aussi, ce déséquilibre pèse de plus en plus, et c'est ça qu'il faut arriver à combattre, à enrichir grâce à de la créativité, grâce à des petits producteurs qui vont pouvoir alimenter d'ailleurs les deux types de canaux. On peut travailler pour des opérateurs locaux, nationaux, et travailler pour les grandes plateformes internationales. C'est ça aussi qui permet d'enrichir la valeur des médias de tous les pays du monde, et en particulier des pays qui ne sont pas les pays dominants dans le domaine des médias. PowerPoint fait une pause, mais le prochain slide va arriver, j'en suis sûr. Voilà. Alors, la grande Europe des médias, on sait qu'elle n'existera pas. C'était un rêve de jeunes présidents de toutes les républiques qui constituent l'Europe, ce qui veut dire que le monde des médias n'existe pas non plus. C'est à chaque pays, j'irais presque dire île par île, île média par île média, qu'il faut aller se battre pour pouvoir participer à la grande compétition mondiale. Alors, les pistes d'action et en guise de conclusion pour 2022 sont également au nombre de 4. On verra l'année prochaine si on s'est trompé ou pas. Le premier point, qu'on soit producteur, diffuseur, chaîne de télévision, il y a un point qui est vraiment très très important, sans doute le plus important, c'est celui d'élargir les bases d'audience. C'est-à-dire, il faut brasser un nombre de plus en plus important d'auditeurs, de téléspectateurs, d'utilisateurs
Et ça se fait aujourd'hui principalement à travers les réseaux sociaux et des opérations de promotion. Plus vous élargissez votre bassin d'audience, plus vous avez d'opportunités de leur proposer de nouvelles expériences et d'enrichir aussi vous, finalement, vos moyens de distribution de vos programmes et de pouvoir créer de plus en plus de choses innovantes. Ensuite, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir, dans le même registre, construire des offres ciblées pour tous les publics, c'est-à-dire être capable de construire des offres de AVOD, des offres de programmes de chaînes de télévision fast, mais également de proposer des podcasts. Pourquoi? Parce que le public aime aussi l'innovation, aime découvrir de nouveaux formats, et ce n'est pas parce qu'on est une chaîne de télévision qu'il ne faut pas aller chercher de nouveaux territoires sur lesquels il faut prendre le risque de s'aventurer pour justement récolter des audiences encore plus larges. Ça fait partie du jeu et c'est très important, en particulier en ce moment, parce que la technologie, parce que les moyens nous permettent de le faire. L'autre point qui est très important, aussi bien pour les producteurs locaux que pour les grandes chaînes de télévision locales, c'est d'être capable de produire avec les streamers, que ce soit des documentaires ou de la fiction. Et ça, c'est un phénomène qui est en train de se développer en Europe. Vous avez toutes les grandes chaînes européennes qui produisent et coproduisent avec Amazon, Netflix, Disney. Encore une fois, ce n'est pas parce que ce sont les ennemis, finalement, dans le foyer qu'il ne faut pas pactiser et trouver des associations avec eux lorsque ça vous permet de développer votre business et vos affaires. Encore une fois, les médias, ça peut être quelque chose de très intellectuel, mais c'est aussi quelque chose de très mercantile. Donc, il faut accepter le jeu de la concurrence et que ce jeu-là fait qu'on peut trouver des accords avec des ennemis d'un jour, peut-être des ennemis de toujours, mais en tous les cas, toutes les boîtes de production qui appartiennent à des grands groupes médias travaillent aujourd'hui avec les streamers. Et puis, soyons fous, on voit de nouveaux termes arriver sur le marché, ça excite tout le monde, on ne sait absolument pas s'il y aura une réalité pour les acteurs des médias, c'est tout ce qui se passe dans le métaverse et également dans les NFT, la crypto-monnaie, on ne sait pas si ces choses-là auront un avenir ou pas pour les médias, mais en tous les cas, ça permet aussi de temps en temps de s'aérer et de penser à demain et de se dire qu'il y a encore des champs à prospecter pour développer l'ensemble des médias partout, qu'ils soient tout petits ou que ce soit de très très grands médias. Voilà, je crois que j'en ai terminé pour cette session. Si on passe à la dernière slide. Si je ne me suis pas trompé. Mais elle aussi oui, je confirme, Pascal. A du mal à arriver. Donc, nous verrons si le marché évolue dans ce sens-là pour les 11 prochains mois. Mais en tous les cas, c'est déjà bien parti dans ce sens-là. Et l'idée, c'est de, pour le coup, pouvoir en discuter de manière réelle et pas par Zoom l'année prochaine.